L'échiquier international, soyez les bienvenus. Opiacés, cannabis, crack, héroïne et cocaïne. Le commerce mondial de la drogue, avec une demande sans cesse accrue, s'élève entre 400 et 700 milliards de dollars. Plus de 300 millions de consommateurs dans le monde. Les régions productrices sont connues. L'Amérique latine est un point nodal, ou encore l'Afghanistan. Les plus grands consommateurs de ces substances, l'Amérique du Nord, toutes classes sociales confondues. On peut parler réellement d'une géopolitique de la drogue avec l'accaparement de territoires considérables, des routes, des réseaux, du producteur au transporteur, le canal de corruption qui va avec, et à brève échelle, la dose qui finit dans le corps d'un particulier avec souvent le drame en bout de chaîne. On parle aujourd'hui de narco-État car l'argent du trafic de drogue dégagé est tellement considérable que celui-ci irrigue même l'économie classique. On pense à la Colombie, le Mexique et le Maroc bien évidemment, mais étrangement très peu de cas du Venezuela dans les enquêtes spécialisées concernant le sujet géopolitique de la drogue. On en parle et c'est tout de suite. La géopolitique de la drogue avec notre invité du jour qui connaît bien le sujet, Jonathan Alperi, photoreporter de guerre qui a sillonné pas mal de pays en Amérique du Sud et quelques recoins aux États-Unis pour enquêter sur le commerce et le trafic de drogue. Jonathan Alperi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous parlez depuis New York. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Alors on l'a dit, photoreporter donc, et vous venez également de sortir un livre de photoreportage en lien avec le sujet, Drug War, Supply and Demand, publié par J Edition. Alors Jonathan, première question liée à l'actualité, la question du trafic de drogue à grande échelle qui est revenue au devant de la scène internationale, la capture de Nicolás Maduro, accusé par le président Trump de diriger un véritable cartel de drogue nommé cartel de Los Soles. Eh bien, le ministère de la Justice américain a abandonné cette accusation, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de structure organisationnelle autour de Maduro, mais la justice américaine maintient que l'argent lié à la drogue au Venezuela impliquerait bel et bien Maduro et ses proches. On en saura plus d'ici mars prochain. Mais dites-nous, vous qui connaissez bien le sujet, la place du Venezuela dans cette géopolitique de la drogue en Amérique du Sud. Alors oui, en effet. Donc, en fait, il faut remettre un peu les choses dans son contexte. On voit bien que les États-Unis, comme d'autres pays, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Maroc, aussi l'Algérie, tous ces pays-là sont en train de, disons, consolider leur pouvoir, asseoir leur pouvoir, donc leur zone d'influence dans le monde, car on est en train de rentrer dans un monde westphalien. Donc, on voit bien que la globalisation est maintenant amoindrie, elle a joint ses limites, et on voit bien que beaucoup de pays qui ont des puissances régionales, locales ou voire internationales, comme les États-Unis, sont en train de repenser leur structure, disons, d'influence politique, militaire et bien entendu économique, et l'Amérique latine étant évidemment le centre même de ce que les États-Unis veulent contrôler encore à tout prix. Évidemment, on fait référence à ce qu'on appelait la doctrine Monroe, du président Monroe, qui en fait regroupe la chasse gardée, qui est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique, les Caraïbes, évidemment, avec le Canada. Donc, on voit bien que Trump est en train de recentrer de réasseoir le pouvoir américain. La drogue est un prétexte, en effet, pour le faire, et le Venezuela, comme Cuba, bien entendu, et la Colombie sont des zones de friction, car ce sont des gouvernements qui sont particulièrement hostiles aux États-Unis. Le Venezuela dans le trafic de drogue, ça donne quoi, Jonathan Alperi? On dit que c'est une plaque tournante sans plus. Vous confirmez? Alors, le Venezuela n'est pas un producteur de drogue, c'est juste une zone de passage, comme l'Équateur. Donc, les trois gros producteurs de cocaïne sont la Colombie, qui, à mon avis, produit à peu près 70% de la cocaïne mondialement. Derrière, il y a la Bolivie, peut-être 11-12%, et le reste, c'est le Pérou, qui est en train de monter en puissance. Donc ça crée énormément de problèmes en Équateur, bien entendu. Le Venezuela est une zone donc de passage qui récupère une bonne partie de la cocaïne colombienne, et de ce fait,
représente une manne financière absolument gigantesque, qui d'ailleurs, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, qui est la manne financière principale qui tient l'armée vénézuélienne. C'est le commerce de la cocaïne. Donc tout le monde se sert, hein, c'est comme une taxe, si on peut dire. Après, ça remonte sur la côte des côtes vénézuéliennes, qui est très bien positionnée, qui est les Caraïbes. Et à partir de là, ça remonte vers Haïti, République dominicaine, le Mexique, un peu partout, pour le grand marché nord-américain et bien entendu le grand marché ouest européen. La Colombie produirait, on l'a dit, vous l'avez dit, entre 60 et 75% de la cocaïne mondiale. C'est un trafic qui engrange entre 400 et 700 milliards de dollars par an. Est-ce que ce sont toujours les mêmes cartels qui sont derrière, à savoir les cartels mexicains de Sinaloa? Alors, il faut être précis sur la terminologie. Quand on parle de cartel, on parle des éléments criminels mexicains. Il n'y a pas vraiment de cartel en Colombie, c'est plutôt de grands groupes criminels. Donc, il y a vraiment une différence dans la structure, dans l'armement, par exemple, dans la structure militaire, qui est pour les cartels vraiment une structure militaire presque traditionnelle. Ils ont vraiment des troupes, ils sont organisés en bataillons et tout, c'est assez impressionnant et très bien équipés. Le Mexique produit de la drogue, mais ne produit pas de cocaïne, ou très peu. Elle produit essentiellement du fentanyl, elle produit essentiellement du crack, de l'héroïne et certains médicaments dont les gens sont très férus et addicts aux États-Unis. Donc, le Mexique est plus, on va dire, un lieu de passage, mais aussi un lieu de production. Mais ce qui est très dangereux avec les cartels mexicains, c'est leur puissance et leur organisation militaire, mais aussi leur rapport à la violence qui est particulièrement aiguë et originale. Et on voit bien que le Mexique est l'un des pays les plus violents de la planète à cause des cartels. Et les cartels, évidemment, se sont étendus un peu partout. On les voit pas mal en Europe maintenant, d'ailleurs, de plus en plus. Ce trafic de drogue en Amérique du Sud est en train de bouleverser complètement la sociologie même de ces pays. On a quelques exemples sur l'expérience du combat contre ce fléau. On a par exemple au Salvador avec le président Nayib Bukele qui a sévi contre les cartels avec quelques succès à la clé. On a au contraire des pays comme l'Équateur qui étaient plutôt paisibles il y a quelques années mais qui sont au bord de la guerre civile à cause du trafic et justement en lien avec les cartels mexicains. Et on a aussi un autre exemple, le petit et magnifique sur une carte postale qui était le Costa Rica, qui n'a pas d'armée, qui a à peine une police et qui commence à voir la violence de ces mêmes cartels mexicains qui s'implantent de plus en plus. Alors c'est très intéressant, vous me parlez du Costa Rica, car c'est très peu connu en effet, et que le Costa Rica a cette réputation très bobo, on va dire, voire big neat, d'aller là-bas, acheter une maison, faire du surf, avoir du yoga, ce genre de trucs. Bref, c'est vrai que comme le Costa Rica n'a pas d'armée et quasiment pas de police, c'est un État qui est évidemment pas prêt du tout pour faire face aux cartels mexicains en particulier, ou d'ailleurs tout groupe criminel qui se doit. Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, Bukele a nettoyé chez lui de manière très violente. Il a mis tout le monde en prison. Je crois qu'il y a à peu près 60 000 qui ont été mis dans des prisons spéciales. Je suis allé voir, d'ailleurs, j'y suis allé il y a 2 ans. J'ai aussi couvert l'Équateur, qui lui aussi n'était pas prêt, mais qui a quand même une armée et qui est en plein moment de déstabilisation assez intense, en particulier à Guayaquil, qui est le port à la frontière au nord du Pérou, une zone que je connais très bien aussi. Le Costa Rica, évidemment, est une zone d'intérêt pour les cartels pour la raison suivante. Une des grandes routes de la drogue qui remonte vers l'Amérique du Nord, c'est la route Pacifique. Donc, ça longe les côtes du Pacifique, ça fait comme des sauts de puce. Et quand on arrive en Amérique centrale, le Salvador, avant Bukele, était évidemment la zone d'intérêt, car c'était un pays qui était en bonne partie tenu par ce qu'on appelle les maras, ou des groupes criminels très violents qui ont été générés par les prisons américaines, mais aussi avec les guerres très violentes qu'il y a eu dans les années 80 là-bas. Bref, donc maintenant que le Salvador n'est plus un point d'intérêt, car les cartels n'ont plus accès au port du Salvador, ils se rabattent sur, en effet, le Costa Rica, qui, à mon avis, va pas pouvoir gérer la situation. Alors résumons brièvement, la Colombie produit donc des quantités astronomiques et cette même quantité est transportée par les cartels mexicains sur une majeure partie du continent, même à l'international, en Afrique de l'Ouest et en Europe, on va en parler. Dites-nous brièvement comment ça se passe en termes de réseau, en termes de routes, vous avez donné un petit exemple, mais comment ça se structure, puisque c'est une structure quand même assez complexe.
Alors, il faut vraiment penser, parlons des cartels mexicains pour faire simple, c'est vraiment des organisations qui ressemblent beaucoup, donc c'est des organisations très pyramidales, il y a quelqu'un à la tête et ça en découle jusqu'au plus bas de l'échelle qui sont les mules, hein, les types qui font passer les drogues de la frontière à l'autre. Donc c'est très structuré. Les cartels mexicains, donc vous me parlez du Sinaloa, mais il n'y a pas que, il y a ceux du Golfe, il y a ceux de Tamaulipas, il y a la nouvelle génération qui est basée dans l'état du Jalisco, qui est hyper violente et très puissante. Et puis il y a celle de Tijuana, enfin il y a les autres plus petites, mais bon là on a les grandes lignes. Ces organisations, on doit les voir comme des organisations purement de business. Hein, c'est comme ça qu'ils opèrent, avec évidemment un côté hyper violent, bien entendu, mais c'est des choses simples. Par exemple, il y a un trafic d'armes très important qui provient des États-Unis, et maintenant certains cartels mexicains produisent eux-mêmes leurs armes et ou achètent d'armes sur les marchés. D'ailleurs, l'Ukraine probablement va être un problème à ce niveau-là. Et on voit bien que ils étendent leur zone d'influence. Et pour vous donner un exemple très simple, la grande cible en ce moment pour les cartels mexicains, c'est l'Europe. Beaucoup de consommateurs de drogue en général, de cocaïne en particulier, la France étant numéro un de très loin, mais aussi des États faibles qui sont absolument incapables ou ne veulent pas, on peut en discuter, résoudre le problème. Donc la Belgique étant une des grandes cibles, il y a Anvers, après il y a les ports de Rotterdam en Hollande, maintenant il y a de plus en plus de ports français, il y a l'Italie qui commence à être une cible. Donc on voit bien que ce sont des opportunités de marché. Donc ces membres du cartel, au rang de l'échelle, bien entendu, le voient comme ça. Ils savent que la France consomme énormément de cocaïne, donc il est normal qu'on donne une partie de la production en France. On va en parler. Dernière question sur l'Amérique du Sud. Le Mexique est un narco-État. Le problème, c'est que c'est un pays stratégique, frontière avec les États-Unis, bien sûr, mais pays de l'Amérique centrale. Le trafic de drogue et ses montagnes de gains. Donc, qui dit montagne de gains dit forcément corruption. On dit que 30 à 40% des agents fédéraux mexicains sont corrompus ou seraient corrompus, on utilisera le conditionnel, avec en face des cartels mexicains de véritables armées entre 150 000 et 200 000 hommes avec des armes lourdes. Il y a par exemple, vous avez parlé de Tijuana, actuellement il y aurait à peu près 20 à 30 meurtres par jour dans la petite ville de Tijuana. Alors, question anthropologique, pourquoi cette culture de la violence et de la mort liée ou se confond avec la culture mexicaine? Cette question est absolument fondamentale et en effet, on se pose souvent la question pourquoi le Mexique est aussi violent. Donc les pays voisins sont violents, l'Amérique est un pays violent, mais il y a une différence fondamentale avec le Mexique qui est la suivante. Il faut jamais oublier que le Mexique est devenu un mélange de cultures entre la culture aztèque, qui était une situation hyper violente, et la culture espagnole, donc la colonisation espagnole qui s'est passée, qui a été très très dure aussi. Donc ce mélange a donné naissance à un pays d'une violence assez rare. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, on a sur les réseaux sociaux des groupes islamistes en Syrie étaient même surpris du degré de violence de certains cartels mexicains. Et c'est vrai que même dans la créativité de la torture ou de la violence en général, il y a plus de 100, 150 000 personnes qui manquent à l'appel dans tout le pays. On ne sait pas où ils sont, mais régulièrement, on retrouve des fosses communes. Donc on est dans la guerre civile, presque même le crime de guerre quasiment, ou d'ailleurs totalement. Donc je pense que c'est vraiment culturel. Après, évidemment, d'un point de vue stratégique, les États-Unis ont un énorme problème. Ils ont leur propre consommation chez eux. Donc, il y a une demande et ils ont un pays voisin avec qui ils font beaucoup de commerce et avec qui il y a beaucoup de liens de parenté. Il y a beaucoup de Mexicains ou de gens d'origine mexicaine aux États-Unis, des dizaines de millions. Donc, on voit bien que Trump met là ou là pour les raisons stratégiques qu'on a énumérées tout à l'heure au début. Et l'idée, c'est d'éviter que ça dégénère complètement. Le problème, c'est que c'est un peu tard et qu'en effet, on estime que 30% des travailleurs fédéraux sont payés par les cartels de manière directe ou indirecte et qu'à chaque fois qu'il y a des élections régionales ou locales ou présidentielles, je crois que la dernière fois, il y a eu 120 ou 130 candidats qui ont été tués par les cartels parce qu'ils avaient estimé que ces candidats n'allaient pas dans leur direction. Donc on voit bien que le pays peut sombrer dans un état cartel majoritaire, c'est vrai. États-Unis, cartel mexicain qui transporte donc la drogue jusqu'à la frontière américaine. On dit que
15 à 20% d'Américains consommeraient de la drogue actuellement, ce qui provoque à peu près 120 000 morts par an. On connaît les grands centres où ce fléau fait rage. Il y a bien entendu le quartier de Kensington à Philadelphie, véritable zombieland, faut le dire comme ça. On connaît aussi, on a vu Los Angeles downtown avec des rangées de tentes de déclassés, de drogués. Mais aujourd'hui, ce qui interpelle, ce qui pose question, c'est que toutes les classes aux États-Unis sont touchés par le fléau comparativement à quelques années, comme par exemple, on se rappelle, à travers l'histoire, la crise du crack dans les années 70 qui touchait principalement la population afro-américaine, ou encore l'héroïne dans les années 50 qui touchait beaucoup le milieu du jazz. Charlie Parker par exemple, Bird, le grand jazzman, en est mort. Mais qu'est-ce qui a changé durant ces années pour en arriver à cet état de gravité sociale où toutes les classes sociales sont touchées par la drogue, tout simplement? Alors, pour remettre un peu les choses dans un contexte de globalisation qui a été le début de notre conversation, une des raisons principales pourquoi il y a une expansion tellement empirique, tellement violente du grand commerce illicite de la drogue dans le monde, c'est la globalisation. La grande majorité des drogues sont transportées de manière illicite dans les tankers, dans les grands containers de commerce et qui arrivent à port et après se déversent dans le pays et les pays voisins. Donc ça a énormément aidé les grands mouvements criminels à exporter leurs produits, leurs drogues. Donc c'est ça qui a été le départ. Après, en second lieu, de manière beaucoup plus implicite, l'Amérique est un pays qui est malheureusement beaucoup tourné vers la consommation, on le sait, que ce soit le sucre, la pornographie, le cinéma, tout ce que vous voulez, donc aussi la drogue. Donc les Américains sont addicts à beaucoup de choses et la drogue n'est qu'un volet parmi d'autres. Donc c'est évidemment un marché très fructueux. Et je rajouterai, vous avez d'ailleurs très intelligemment parlé des jazzmen. Dans les années 50, Ray Charles en parlait, tous ces jazzmen étaient des héroïnomanes. Et ils ont participé, ils n'ont pas voulu, mais ils ont participé à rendre de la consommation de drogue très cool, ce qui a été après engendré dans les années 60 avec les grandes révolutions Beatnik où consommer de la drogue c'était bien. Donc à partir de là, le reste était inscrit. Les années 90 avec la grande consommation des produits légaux quand on a mal quelque part, tous ces produits d'opioïdes addictifs. Voilà, des opioïdes. Maintenant, on en est au fentanyl et ainsi de suite. Donc, on voit bien que les États-Unis étaient faites pour ça. Mais c'est vrai que chaque drogue est un peu représentée racialement. C'est vrai que le crack est plus dans les quartiers noirs. Parce que c'est plus une drogue moins chère. Mais la différence maintenant, c'est par exemple la cocaïne qui a perdu beaucoup en prix. Beaucoup plus de gens de classes sociales différentes en font, contrairement au passé où c'était plus les riches. Aux États-Unis, donc, actuellement, il y a l'apparition, enfin depuis pas mal de temps, il y a l'apparition dans les rues de drogues de synthèse qui proviennent également du Mexique, des drogues d'ailleurs de plus en plus puissantes, comme le trunk, qui est 50 fois plus addictif que le fentanyl, par exemple. Une autre crise qui a touché les États-Unis en lien avec la drogue, je veux parler de la crise, vous en avez parlé, de la crise des opiacés, et ce ne sont pas les trafiquants, les cartels mexicains qui sont impliqués pour une fois, mais c'est ce qu'on appelle communément Big Pharma, avec la crise des opiacés aux États-Unis qui provoquerait 70 000 morts par an. Et il y a une famille qui se dégage, une des familles qui se dégage, la famille juive Sacker, qui a été spécialisée dans le marketing lié à la santé, qui a rendu toute une génération accro au Valium dans les années 70, dans les années 90. Ils sont allés plus loin avec l'Oxycontin, qui est une sorte de médicament miracle contre la douleur au travail, c'est ce que dit en tout cas la réclame publicitaire, ce qui assure au groupe Sacker des revenus exceptionnels. Le produit en question est dangereux, on le savait, addiction, overdose sans précédent, malgré les alertes de certains médecins. Les Sacker, eux, ont toujours nié la dangerosité de leurs produits. Comment ont-ils pu réussir à passer entre les gouttes judiciaires pendant toutes ces années avec la dangerosité de leurs produits ? Vous savez, une société, dans ce cas-là, la société américaine qui accepte que des familles, Sackler ou Purdue, il y en a eu d'autres, mais Sackler a été évidemment la plus visible, n'ont pas été punis par la loi. Ils ont payé des milliards, mais ils sont pas allés en prison.
Normalement, dans un pays sain, ces gens-là devraient mourir en prison. C'est mon point de vue. Pour que vos téléspectateurs comprennent bien, je vais faire ça vite fait. Voilà comment ça s'est passé. Au début des années 90, ces nouveaux médicaments, l'Oxycontin et puis tous ces trucs à base d'opiacés ont été mis sur le marché, mais de manière très particulière. Donc Purdue, par exemple, ou Sackler ont allé dans les universités, les campus, pour embaucher des jeunes qui avaient faim et qui avaient envie de faire de l'argent, ce qu'on appelait des scouts. On leur donnait un très gros salaire et on allait les faire voir les médecins avec une dizaine de millions de pilules d'un certain médicament, disons Oxycontin. Ces médecins étaient payés et déversaient ces médicaments, mais dans des zones très particulières. Il faut que les gens comprennent bien. Ils choisissaient des zones blanches, pauvres, dans l'Ohio, dans l'Indiana, en Virginie de l'Ouest, dans ces zones généralement anciennement industrielles ou encore un peu, donc des populations pauvres blanches qui ont été délaissées. Donc, ces gens-là avaient souvent des problèmes de dos ou de hanches parce que c'est des travaux assez durs. Et ils ont choisi aussi cette population blanche pour pas avoir de procès et pour pas être accusés de racisme. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est une infamie, un scandale, un des plus grands scandales de l'histoire des hommes. Ça a tué au minima, on dit 500 à 800 000 personnes, voire 1 million, ils savent même pas. Ça, sans compter tous les gens qui sont addicts, dont les vies ont été détruites. Et la famille Sackler n'est pas allée en prison, ce qui est absolument infâme. Parlons de l'Europe. Il y a eu l'affaire Marengo, où le grand trafiquant et mafieux international marocain Redouane Tarit, condamné en février 2024 à la prison à perpétuité aux Pays-Bas pour formation de groupes criminels, trafic de cocaïne à l'international, coupable d'avoir orchestré plusieurs assassinats et kidnappings. Les enquêteurs néerlandais estiment qu'un tiers du trafic de cocaïne en Europe passerait par son organisation. Redouane Tarit était imbriqué avec les cartels mexicains. Amsterdam, Anvers, Marseille, Bruxelles, on parle de plus en plus de réseaux marocains qui se démarquent. Alors oui, alors attention, en Belgique, en effet, et en Hollande, plutôt marocain, c'est vrai. En France, c'est un peu plus mélangé. Par exemple, le dernier groupe ethnique qui est en train de s'implanter à Marseille, ce sont les Nigériens, qui, eux, ont fait leurs armes en Italie, car ils ont été importés par la mafia italienne pour faire le sale boulot. Ça s'est tellement mal passé que c'est les groupes criminels nigériens, avec ce qu'ils ont appris, ont décidé de faire une sécession et maintenant ils opèrent dans tout le pays. Et maintenant ils commencent à venir dans le sud de la France. Ils sont des groupes très violents et très durs à gérer. Donc on voit bien que différents groupes ethniques, par exemple il y a de plus en plus d'Albanais, particulièrement en Hollande, ils sont pas très nombreux mais très filous, donc ils sont assez durs à attraper. Donc c'est chacun un peu à sa propriété. Donc on voit bien que la France ou l'Europe occidentale en général n'est pas prête à ce problème stratégique qui est en train de vraiment de devenir un problème très grave. D'ailleurs, on retrouve, je crois qu'ils ont arrêté des membres des sicarios, des membres du cartel mexicain et puis des groupes criminels, des éléments criminels colombiens qui ont fait des alliances puissantes et durables avec certains groupes marocains en particulier au Maroc et en Hollande pour faire leur business. Donc on voit bien que maintenant c'est vraiment des alliances militaires presque pour des raisons d'argent bien entendu et de vente de la drogue qui s'est opérée. Dernière question, Jonathan Alperi, vous êtes un spécialiste du milieu de la drogue aux États-Unis et en Amérique du Sud, un milieu dangereux où la mort frappe sans crier gare. Avez-vous reçu, vous, des menaces de mort lors de vos reportages? Moi, pas vraiment. Je reste assez. Après, il y a un moyen, il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de s'exprimer, il y a une manière de prendre des photos et d'avoir les bons contacts et tout ça. Tout est possible, ça arrive, mais bon, c'est toujours un risque qu'on prend. Mais je pense que dans l'état des choses, c'est important que les gens comprennent ce qui se passe, parce que en Europe, en tout cas, les gens sont dans le coma et ont pas l'air de comprendre ce qui va leur arriver. Et dès qu'on parle de ça, les gens mettent la tête dans le sable. C'est dommage pour eux, quoi. Géopolitique de la drogue avec Jonathan Alperi, merci d'avoir répondu présent et nous faire découvrir un monde qu'on connaît très peu ou pas assez. Je rappelle la sortie de votre livre de photoreportage en lien avec le sujet du jour, Drug War, Supply and Demand. À bientôt Jonathan Alperi, merci encore. Merci à tous, au revoir.
L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée.